Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Clôture de la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou au Burkina Faso. Un événement de 10 jours que le ministre burkinabé de l'artisanat a décrit comme un réel succès, malgré le contexte socio-économique et sécuritaire difficile. Vous l'entendrez dans cette édition. La tournée africaine de 6 jours du pape François a pris fin le 5 février. Au terme de ce séjour en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, le souverain pontife a tenu sa traditionnelle conférence de presse dans laquelle il a dénoncé l'exploitation et la violence imposées à l'Afrique par des acteurs extérieurs. Et l'Afrique perd chaque année de nombreux talents à cause du choix cornélien que doivent faire les athlètes binationaux de représenter un pays au détriment d'un autre. Un choix d'autant plus difficile alors que les Jeux Olympiques de 2024 se préparent. Détails à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord au Burkina Faso, la famille de l'ancien président Thomas Sankara, assassiné en 1987 avec 12 de ses compagnons, n'assistera pas à sa nouvelle inhumation prévue au cours de ce mois de février à Ouagadougou. Dans un communiqué, la famille dit déplorer le choix du lieu de son assassinat pour la cérémonie, à savoir le mémorial Thomas Sankara bâti sur le site du Conseil de l'Entente. Les proches du père de la révolution burkinabé jugent ce lieu de recueillement, je cite, inadéquat, conflictuel et polémique. Rappelons qu'en 2015, les corps des défunts enterrés près de Ouagadougou avaient été exhumés pour les besoins d'une procédure judiciaire. En avril 2022, l'ancien président Blaise Compaoré avait été condamné par contumace à la prison à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons au terme de 6 mois de procès. La 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO, a pris fin ce 5 février. Ce rendez-vous a réuni des professionnels, des acheteurs et des milliers de visiteurs sous le thème « Artisanat africain, levier du développement et facteur de résilience des populations ». Si la cérémonie d'ouverture du 27 janvier a été présidée par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, la cérémonie de clôture s'est déroulée sous les auspices du ministre burkinabé de l'artisanat. Il s'est félicité du succès de cet événement malgré un contexte socio-économique et sécuritaire difficile. Je vous propose de l'écouter. La seule tenue de cette édition constitue déjà en elle-même un succès. Nombreux sont ceux qui ont douté que la 16e édition du SIAO puisse se tenir dans la quiétude et connaître un succès avec un contexte socio-économique et sécuritaire difficile, comme vous le savez. Le SIAO édition 2022 tenue au cours de cette année 2023 a pourtant tenu ses promesses. En effet, cette édition a rassemblé plus de 3500 exposants venus de 24 pays, de nombreux acheteurs et visiteurs professionnels, plus de 500 journalistes et plus de 300 000 visiteurs, grand public, qui, une fois de plus, ont fait de notre capitale la plaque tournante de l'artisanat africain. Cette mobilisation des acteurs venus de plusieurs contrées du monde constitue l'un des meilleurs témoignages d'un avenir radieux de l'artisanat africain qui, incontestablement, est un levier de développement socio-économique et un puissant facteur de résilience des populations. En cette occasion, je voudrais très sincèrement féliciter l'ensemble des acteurs pour la mobilisation dont ils ont fait montre durant cette 16e édition du SIAO. Et notez que le ministre burkinabé de l'artisanat a annoncé que la 17e édition de SIAO se tiendra du 25 octobre au 3 novembre 2024 sous le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ».
Également dans l'actualité, en Centrafrique, une nouvelle taxation inscrite dans la loi de finances 2023 provoque l'agacement des utilisateurs de téléphones portables. Il s'agit d'une nouvelle taxe de 7% sur les forfaits de connexion Internet, les appels téléphoniques et les SMS. Par cette mesure fiscale, le gouvernement centrafricain cherche à renflouer les caisses de l'État. Mais en pleine inflation, cette nouvelle taxe passe mal auprès des utilisateurs. La tournée africaine de 6 jours du pape François s'est achevée ce 5 février. Au cours de ce 5e séjour en Afrique, le souverain pontife s'est rendu en République démocratique du Congo du 31 janvier au 3 février. Un passage durant lequel le pape a tenu des propos forts dans son plaidoyer. Il a notamment dénoncé l'exploitation des sous-sols congolais par des puissances étrangères. Des propos qu'il a réitérés lors de la conférence de presse donnée au terme de cette tournée. Écoutons-le. J'ai vu là-bas au Congo une grande volonté d'aller de l'avant et une grande culture. Avant d'arriver, il y a quelques mois, j'ai eu une réunion par Zoom avec des étudiants universitaires africains très intelligents. Vous avez des gens d'une intelligence supérieure, c'est une de vos richesses. Des jeunes intelligents et vous devez leur faire de la place, ne pas fermer les portes. Vous avez tellement de richesses naturelles qui attirent les gens à venir exploiter le Congo, excusez le mot. Il y a cette idée que l'Afrique doit être exploitée. Quelqu'un dit, je ne sais pas si c'est vrai, que les pays qui possédaient des colonies ont donné leur indépendance à partir du sol, par du dessous. Ils viennent pour les minerais. Mais l'idée que l'Afrique est à exploiter, nous devons nous l'ôter. Le pape François s'est également rendu au Soudan du Sud du 3 au 5 février. Le souverain pontife a renouvelé son appel à rejeter la violence dans ce jeune pays ravagé par une guerre civile qui a fait plusieurs milliers de victimes. Écoutons-le. Nous venons de le voir au Soudan du Sud. Il est douloureux de voir comment la violence est provoquée. L'un des problèmes est la vente d'armes. La vente d'armes, je pense que c'est le plus grand fléau au monde. Le business, la vente d'armes. Quelqu'un de bien informé m'a dit que si on ne vendait pas d'armes pendant 1 an, on mettrait fin à la faim dans le monde. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tête de liste aujourd'hui, il y a la vente d'armes. Même à ces pauvres gens. Ils sèment la guerre au milieu d'eux. C'est cruel. Ils disent partez en guerre et ils leur donnent des armes. Parce que derrière eux, il y a des intérêts économiques pour exploiter la terre, les minerais et les richesses. Le Nigeria est confronté à un sérieux problème de liquidité à quelques jours des élections générales du 25 février. La première puissance économique d'Afrique fait face à une pénurie de billets de banque après l'introduction de nouveaux billets fin 2022. Pour apaiser la grogne sociale, le président Muhammadu Buhari s'est engagé à résoudre cette situation sous 1 semaine. Les explications de Nathalie Mo. Le président nigérian Muhammadu Buhari s'est donné 7 jours à partir du 4 février 2023 pour résoudre la crise de liquidité que traverse le pays. Le dirigeant nigérian répondait ainsi à des responsables de son parti, le Congrès des progressistes, qui s'inquiétaient d'un possible effondrement de l'économie nigériane lors d'une rencontre au palais présidentiel le 3 février. Le Nigeria a lancé un processus d'impression de nouveaux billets de banque et compte retirer de la circulation les billets usés de 200, 500 et 1000 naira d'ici le 10 février 2023. Je suis conscient des pénuries de liquidités et des difficultés auxquelles sont confrontés les particuliers et les entreprises à raison de la réforme du Naira. Je tiens à rassurer que nous faisons tout pour résoudre ces problèmes. Les Nigérians devraient s'attendre à des améliorations significatives d'ici la date limite du 10 février. Le gouvernement nigérian accuse les banques de plomber l'accès aux nouvelles coupures imprimées par la Banque centrale. Le président Muhammadu Buhari a pointé l'inefficacité des institutions bancaires. Pour lui et d'autres observateurs, les institutions bancaires manquent d'engagement en vue de la réussite de cette mesure gouvernementale. Je considère cette pénurie de billets de banque comme du vrai sabotage. Pourquoi y a-t-il un manque de monnaie à quelques jours des élections ? Les autorités doivent trouver une solution de toute urgence. Une vague de protestations secoue de nombreux États au Nigeria. Des manifestations sont organisées dans les principales villes du pays pour réclamer la coexistence d'anciens et nouveaux billets sur le marché nigérian. Des scènes de vandalisme ont été rapportées par les médias locaux, des distributeurs de billets détruits ou encore des usagers impatients prenant d'assaut les banques
ont été enregistrés à travers le pays. Les sportifs binationaux sont souvent confrontés à un choix cornélien, concourir pour un pays au détriment d'un autre, ce qui explique que l'Afrique passe régulièrement à côté de plusieurs athlètes de qualité. Notre journaliste sportif José Douglas a rencontré quelques-uns d'entre eux, ou plutôt quelques-unes. C'était à la soirée des champions de l'INSEP, Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, qui s'est récemment tenue à Paris, en France. Des visages connus, d'autres non. C'est le cas de Dora Chakounte, née au Cameroun, haltérophile, médaillée de bronze à Moscou chez les 58 kilos. En juin 2022, elle décroche le titre de championne d'Europe et la médaille d'argent à l'arraché et à l'épaulé jeté. Elle explique comment elle s'est retrouvée dans la discipline et son histoire avec le Cameroun. J'ai commencé l'haltérophilie à l'âge de 10 ans en France et j'ai fait mon petit bout de chemin et maintenant j'ai fait championne d'Europe cette année et j'ai fait 4e aux Jeux Olympiques de Tokyo et on continue jusqu'à Paris. Je sais tout, je sais tout. Déjà je suis née là-bas donc j'ai quand même la culture qui est entrée en moi et puis je vais souvent en vacances voir mon père qui vit encore là-bas. Donc en moyenne tous les 2 ans, 1 an je suis au Cameroun. Adja Khan, originaire de la Mauritanie, basketteuse, née en 2005, 1m95, elle évolue au poste d'ailier fort et pensionnaire au Pôle France. Elle explique comment s'est-elle lancée dans le basket et l'action de son père. J'ai commencé le basket à l'âge de 7 ans, à Olivet, dans une ville à côté d'Orléans. Et depuis, j'ai continué ce sport jusqu'à cet âge-là, 17 ans. Oui, mon père il faisait du basket et mes grands frères et sœurs ils en font aussi. Du coup, j'ai commencé depuis, j'ai continué. Marie-Anne Bremolu, nageuse, a décroché plusieurs médailles. Elle dresse sa carrière et nous évoque ses parents et dont son père, d'origine camerounaise. Alors, donc c'est mon papa qui est camerounais et ici en France avec moi, j'ai aussi ma grand-mère qui me raconte toutes les histoires possibles et inimaginables sur le Cameroun. J'ai aussi beaucoup de cousins là-bas et j'y suis allée une fois. J'ai été vraiment surprise et étonnée de tous les paysages. C'est vraiment une beauté comme j'avais jamais vu ailleurs. J'ai beaucoup voyagé dans d'autres pays, surtout en Europe, mais l'Afrique et le Cameroun, c'était vraiment une expérience. C'est aussi le cas de Roman Diko, d'origine camerounaise, grande championne de karaté, des athlètes qui restent viscéralement attachés à la terre de leurs ancêtres et à la famille, n'oublient jamais d'où ils sortent et où ils sont nés, forcés parfois de partir pour de multiples raisons. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.